Bon matin tout le monde, nous sommes lundi le 31, nous sommes lundi le 31 mai, tabarouette, dernière journée du mois de mai. Oh qu'on a du stock de sport à jaser ce matin. J'en profite pour mentionner que le podcast est une présentation de l'Auberge et Club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. Réservez vos temps de départ. 819-522-6622. Superbe track de golf, du monde super accueillant. Une terrasse qui va ouvrir incessamment, là. Bientôt, une terrasse incroyable qui va faire tout le tour là, quasiment du chalet. Ça va être toute beauté. On va pouvoir s'installer, prendre un petit drink, regarder les gens frapper au premier trou, regarder les gens arriver au 9e trou, au 18e, les gens pratiquer leur putting sur le putting green, tout ça. Donc, ça va être super le fun. J'ai bien hâte d'aller m'installer sur cette terrasse-là, prendre un petit verre avec des amis. Après une belle ronde de golf. Donc, réservez vos temps de départ, encore une fois. Le temps chaud s'en vient, là. Bon, on a eu un peu de fraîcheur en fin de semaine, on va se le dire. 819-522-6622 pour vos temps de départ. D'ailleurs, j'ai joué en fin de semaine. J'ai joué samedi. Pas très bien l'été, mais j'ai eu bien du fun avec mon fils et des amis. Puis, vendredi, on s'est payé une trip, là. On est allé jouer au Mont-Tremblant. On est allé jouer le parcours Le Diable au Mont-Tremblant. On a eu bien du fun aussi. Bien du sable. Ben du sable au diable, c'est reconnu pour ça. J'ai visité quelques waste bunkers qu'on appelle. Donc, c'est des longs bunkers là, de sable qui font tout le tour, tout le parcours, là, le trou complet quasiment. Et c'est du sable genre qui était là à la construction du terrain, puis ils ont conservé ces longues trappes de sable-là, mais c'est pas du sable fin qu'on est habitué de voir dans les trappes de sable autour des verres, par exemple. Fait que sortir de là, ça a été un peu rock'n'roll, mais bon, c'était bien le fun, une belle ronde de golf. D'ailleurs, mon frère qui a joué toute une ronde, un premier 9 de feu, donc félicitations mon frangin. Belle ronde, c'était bien le fun avec des chums, on s'est payé cette trip-là, puis on était supposé d'être en week-end de golf en fin de semaine, justement, du côté de Saint-Jean-de-Mata, et à cause de l'incertitude de pouvoir voyager entre les régions, puis l'incertitude aussi de qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire. Est-ce que nous, on avait pris un forfait avec des repas, puis tout ça. On savait pas trop si on allait pouvoir être là, bénéficier de tout ça. Donc, on avait annulé avant, alors qu'il était encore temps. Et ça aurait été tout un week-end, là, mais on va se reprendre plus tard dans l'été, ça c'est certain. Fait que, ben out. Donc, Auberge et Club de golf Héritage, prenez vos temps de départ, bien entendu. Hey, ce soir, on est lundi, 31 mai. Généralement, ça ne veut pas dire grand-chose, cette date-là, dernier jour du mois de mai, puis tout ça. On n'est pas habitué nécessairement de voir le Canadien de Montréal encore en série à ce temps-là de l'année, parce que quand la cédule est plutôt normale, le Canadien est déjà éliminé si ils ont fait les séries. Là, on a droit à un match numéro 7 ce soir contre les Maple Leafs de Toronto. Le Canadien, samedi soir, qui est sorti très, très fort. Le Canadien a contrôlé le match. Carey Price a été solide. Le Canadien a vite pris, c'est-à-dire a pris les devants dans le match en troisième période. C'était 0-0. Le Canadien a pris l'avance 2-0 à un certain moment dans le match. Les Maple Leafs qui sont revenus, qui ont créé l'égalité à 2-2 et finalement, en prolongation, Jesperi Kotkaniemi qui marque pour donner la victoire aux Canadiens. Donc, il y aura un 7e match ce soir du côté de Toronto devant personne. Donc, puis c'était beau de voir ça samedi, là, de voir les partisans de retour dans le Centre Bell. Il y avait beau être juste 2500. Ça rockait à la place. C'était vraiment le fun de voir ça. Puis, pour moi qui n'est pas un naturel fan du Canadien, là, le genre de fan fini qui va cheerer no matter what, là, qui va être trop emballé par cette situation-là, ben j'ai embarqué dans le jeu samedi. J'étais assis dans mon salon à regarder le match avec des tu sais, là, quand t'es trop impliqué dans le match, ben c'est ça qui m'est arrivé samedi. Donc, ce soir, on peut juste souhaiter une victoire du Canadien. Ce serait le fun de voir qui va... en tout cas, de toute manière, peu importe, on va savoir qui va rejoindre les Jets de Winnipeg en deuxième ronde dans la division Nord, dans la division canadienne. À suivre, est-ce que Carey Price peut encore une fois, là, pour un 7e match d'affilée, faire la job
pourquoi pas? Hein? Il l'a fait, il a l'air focus. J'ai rarement vu, écoutez, je suis un peu le hockey depuis pas mal longtemps. Puis je pense que c'est la première fois que je vois Carey Price aussi intense, aussi concentré. Il a fait des arrêts là, samedi en sortant à la pad. Il a contrôlé tous les retours, la plupart des retours. Donc, ça a été toute une performance et toute une performance du Canadien qui, pour les facilement les 40 premières minutes de jeu, ont tout à fait contrôlé ce match-là. Le Canadien était rapide, donnait pas le temps aux Maple Leafs de sortir de leur zone. Beaucoup d'échecs avant. Puis en tout cas, c'était tout un match de hockey. C'était vraiment le fun à regarder. C'est un samedi soir en série canadien Maple Leafs au mois de mai. Il faisait beau, il a fait beau toute la journée. On a joué au golf dans le jour. Après ça, le match de hockey en soirée. C'était un samedi quasiment parfait, je dirais. Donc, c'est ça. Fait que ça va être un drôle de lundi soir, match numéro 7, un lundi soir. Il y en a qui vont se coucher tard, il y en a qui vont peut-être se coucher un peu maganés. Donc, un mardi matin, content, fâché, on verra demain matin. Mais il n'y a rien d'autre à dire sur cette série-là que on va le vivre ce soir parce qu'il y a pas. On pourrait faire l'analyse de qui joue, qui n'a pas joué, puis du côté des Maple Leafs, c'est la même affaire. Là. Austin Matthews, Mitch Marner, on les voit quasiment pas. Est-ce qu'ils vont ouvrir la machine ce soir, match numéro 7? Est-ce que la pression qu'il y a sur les Maple Leafs en ce moment est tellement grande qu'on ne voit pas l'équipe de saison régulière, l'équipe qui est capable de remplir le filet adverse? Est-ce que la performance de Carey Price joue dans la tête justement de cette offensive-là? Quand ton arme de prédilection, c'est compter des buts puis aller all-in en attaque, quand le gardien adverse te bloque, ou même, là je dis le gardien, mais il ne faut pas oublier la défensive. Là, on a critiqué beaucoup dans les médias la défensive du Canadien, le fait que Romanov ne jouait pas, mais Jeff Petrie samedi, là, je veux dire, c'est beau Carey Price, là, mais Jeff Petrie a fait une solide job. Là. Il a joué du temps, il a joué des minutes. Un moment donné, j'écoutais le match à TVA Sport, puis à TVA Sport, il mettait le clock, là, combien ça fait de temps que Petrie était sur la glace. Ben, c'était un désavantage numérique. Petrie a joué au moins 2 minutes et demie. Fait qu'il a joué plus que le 2 minutes de punition. Donc, c'est assez incroyable. Là. Puis, quelle moustache, mesdames et messieurs. Quelle moustache. Jeff Petrie, dans son après-carrière, doit devenir policier trooper aux États-Unis. Il manque juste les lunettes et il est parfait. Peut-être un peu plus de bédaine, mais en tout cas, on verra. Mais il est parfait pour ce rôle-là. Donc, c'est ça. C'était bien cool. Bon match, en tout cas. Puis, que dire de la deuxième ronde aussi qui vient de commencer? Parce que là, Canadien, Leafs, ça se finit ce soir. La deuxième ronde est déjà commencée dans la série les Islanders opposant les Bruins de Boston. Donc, les Islanders qui remportent le premier match. Il y a un de mes chums qui m'a dit en fin de semaine, puis j'ai trouvé ça savoureux. Il m'a dit qu'on donne le Jack Adams, le trophée remis au meilleur coach, à Barry Trotz pour les 10 prochaines années, parce que ce que ce gars-là est capable de faire avec une équipe, on va se le dire, plutôt moyenne. Là. Quand tu comptes sur... puis Jean-Gabriel Pageau est tout un joueur de hockey, mais quand tu comptes sur des joueurs comme Jean-Gabriel... Il n'y a pas de vedette, là. Il n'y a pas de vedette avec les Highlanders. C'est tous des joueurs il va y avoir 10 joueurs qui vont compter 15 buts dans une année, puis ça va être ça. T'sais. Puis c'est la force de Barry Trotz d'aller vraiment, je dirais, équilibrer son équipe de manière à ce que chaque trio puisse contribuer, que ce soit un joueur différent à chaque match qui va faire la différence, tout ça. Et ces équipes sont souvent défensivement parfaites, là, donc c'est un peu ce qui arrive présentement. Fait que j'ai bien hâte de voir beaucoup de gens qui disent que les Bruins vont passer à travers cette série-là plutôt facilement. Je suis pas d'accord parce que je pense que les Highlanders, avec Barry Trotz, vont trouver un moyen de contrer les Bruins. Donc, ça va être intéressant. Et d'ailleurs, 1-0 pour les Highlanders dans cette série-là. Donc, il ne faut pas mettre les Bruins pour gagnant trop rapidement. Et pour un gars comme Jean-Gabriel Pageau, Anthony Beauvillier, c'est intéressant. Je leur souhaite la victoire, en fait. Là, Patrice Bergeron du côté des Bruins aussi. Mais les Bruins, on a plus de misère à leur souhaiter du bonheur.
Je sais pas si c'est le passé contre le Canadien ou même, les Bruins, je pense qu'il n'y a pas une équipe canadienne. Si tu prends pour une équipe canadienne, là, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que tu peux pas aimer les Bruins. Là. Si tu prends pour... Il y a des rivalités avec toutes les équipes. Avec Montréal, il y a une rivalité avec Toronto, à Boston. Il y a une rivalité avec les Canucks de Vancouver parce que les Bruins ont battu les Canucks en finale de la Coupe Stanley. En 2011, si je ne me trompe pas. Donc, il y a comme une rivalité naturelle avec les équipes canadiennes. Je ne sais pas pourquoi. La proximité, probablement. Boston n'est pas tellement loin du Québec, de l'Ontario non plus. Donc, rivalité aussi quand les Bruins viennent à Ottawa jouer contre les Sens. Il n'y a pas... c'est ça. Même les fans des Sens n'aiment pas les Bruins. Donc, c'est probablement l'équipe américaine qu'on aime détester. Ça doit faire partie aussi du fait que c'est une des Original Six, donc, au même titre que les Rangers, par exemple, ou les Red Wings de Détroit, là, quand ces équipes-là viennent du côté du Canada, c'est toujours un peu plus spécial. Fait que... Sinon, hey, tabarouette, l'Avalanche du Colorado hier, là, il va falloir que quelqu'un m'explique comment ça se fait que Marc-André Fleury n'était pas devant le filet pour commencer la série contre l'Avalanche du Colorado. Est-ce que Peter DeBoer, du côté des Golden Knights, s'est dit on va manger une sincère volée contre l'Avalanche, premier match, aussi bien de ne pas mettre mon gardien numéro 1. On entend que Fleury n'était pas devant le filet pour justement se reposer. Grosse série en première ronde contre le Wild du Minnesota. C'est allé en 7 matchs. Fleury a gardé les buts pour tous les matchs. Apparemment, peut-être un peu de fatigue, des blessures à guérir, mais quelle décision de marde, on va se le dire. Là. Il faut que Fleury soit là. Et où est-ce que je me questionne, c'est que là, le premier match avait lieu hier soir. Ceux qui ne savent pas, l'Avalanche l'a emporté 7-1. C'était 5-0 après une période. C'était la débandade totale du côté des Golden Knights. L'Avalanche a une puissante équipe, mais on s'entend. Les Golden Knights sont supposés être capables de rivaliser avec l'Avalanche. Jamais on aurait pu croire que ça allait se terminer 7-1, par exemple, le premier match. Donc, et j'ai regardé la cédule. Là, il y a 2 jours de congé. Il y a 2 jours de congé. Pourquoi que Fleury n'aurait pas pu garder le premier match et se reposer ces 2 journées-là? T'sais? Fait qu'il fallait... D'après moi, il y a une blessure du côté de Fleury qui explique pourquoi il n'était pas devant le filet. Sinon, c'est une décision de marde. C'est carrément ça. Ça n'a pas d'allure. Tu as 2 matchs pour te reposer. Le prochain match est seulement mercredi. Mercredi. Donc, ça n'a pas lieu. Puis là, ça va faire parler à Vegas, ça c'est certain. Peut-être ça fait plus parler du côté du Québec parce qu'on parle de Marc-André Fleury, puis ça touche notre corde patriotique un peu. Là. On veut voir Fleury réussir, on veut voir Fleury avoir du succès, puis tout ça. Mais force est d'admettre que je pense que DeBoer, il n'en est pas à sa première décision un peu douteuse. Là. Il y avait l'année passée, il a fait commencer les playoffs au complet à Leonard, puis parce que c'était le gardien hot dans la saison, mais ça avait aussi fait beaucoup jaser. Fait que est-ce que le choix de ses gardiens de but devrait... Je pense que si c'est lui qui choisit son goaler, il devrait peut-être donner ça en sous-tâche à quelqu'un d'autre. Bref. Sinon, hier aussi, il y avait lieu le premier match entre le Lightning et les Hurricanes. Le Lightning de Tampa Bay, le Lightning de Tampa Bay, là, c'est une force tranquille. Hein? On les a pas vus venir parce que dans la saison, ils ont terminé 3e de leur division. On se disait, OK, c'est les pertes de Stamkos, de Kucherov cette année, ça a peut-être joué dans la balance. Est-ce que cette équipe-là est fatiguée? Est-ce qu'elle peut récidiver encore, gagner encore une fois la Coupe Stanley et tout ça? Le retour de Stamkos, le retour de Kucherov, le coaching de John Cooper. Les joueurs ont l'air d'apprécier jouer pour John Cooper. Braden Point, qui n'a pas eu la saison qu'il avait eu l'année d'avant, là, semble être de retour, joue bien. La défensive, c'est la défensive du Lightning, on y pense, on en parle rarement parce qu'ils ont toute une offensive, mais je veux dire, c'est un tout, là, le Lightning de Tampa Bay. C'est une belle équipe, une bonne équipe qui joue bien dans toutes les facettes du jeu. Donc le Lightning, on pourrait penser
qui pourrait se faire sortir par les Hurricanes parce que les Hurricanes ont joué toute une série contre Nashville, toute une saison du côté de la Caroline aussi. Et là, ben voilà, le Lightning de Tampa Bay qui commence la série avec une victoire. Puis ça ne m'étonnerait pas que le Lightning passe à travers plutôt facilement les Hurricanes parce que c'est pas la même équipe qu'on a vue dans la saison. On rajoute Stamkos, Kucherov, comme j'ai dit. Fait que ça pourrait pas mal changer la donne, comme on dit. En fin de semaine, on va parler un peu de baseball parce que là, de toute façon, ce soir, il y a du côté de la Ligue nationale de hockey, ce soir, il y a le match du Canadien, mais il y a aussi le deuxième match de la série entre les Islanders et les Bruins. Donc, les deux matchs se déroulent en même temps, là, 7h du côté de Toronto et 7h30 du côté de Boston. Fait que, voilà. Parlant un peu de balle, les Blue Jays étaient en action en fin de semaine. Ça a été en dents de scie, là. Les Jays ont remporté mettons qu'on commence ça vendredi. Vendredi. Ouais, les Blue Jays, vendredi, qui l'emportent 11-2 dans un match qui a duré seulement 7 manches. Ils vantaient, ils mouillaient. Il faisait pas beau à Cleveland. Là. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils attendaient les arbitres pour juste caller la game là, parce que c'était ridicule. Là. Les frappeurs avaient de la pluie dans les yeux, voyaient pas la balle s'en venir. Je veux dire, ça doit être des professionnels, là, mais à un moment donné, il faut que tu leur donnes des conditions pour jouer. Puis, tu sais, on était à un lancer proche de la bouche, de la face, de la tête, de voir une catastrophe. Là, parce que quand tu vois pas la balle venir parce que tu as l'eau dans les yeux, la balle elle rentre à 95, 96 000 à l'heure. Mettons que c'est mettre en danger ces joueurs de baseball-là. Mais bon, les Blue Jays ont quand même frappé. Ça a quand même super bien été de leur côté. Prennent les devants super rapidement dans le match. L'emportent 11-2 finalement. Et le match de samedi a été reporté à dimanche pour un programme double. Et c'est ça, à dimanche pour un programme double. Et les Blue Jays, comme souvent c'est le cas dans les programmes doubles, il y a eu un split. Donc les Blue Jays qui l'ont emporté dans le premier match 4-1 et qui s'inclinent 6-5 dans le deuxième match. C'est des matchs de 7 manches quand il y a des programmes doubles maintenant depuis une couple d'années. Fait que c'est ça. C'est correct. Les Blue Jays, une fiche de 27 victoires, 25 défaites. Au niveau du classement, je vous dis ça parce que ça change rapidement. Là. Au niveau du classement, les Jays sont à 6 matchs des Rays de Tampa Bay. Les Rays de Tampa Bay qui n'arrêtent pas de gagner, là, 4 de suite encore. On avait aligné quelques-unes aussi juste avant ça. Fiche de 9 victoires, 1 défaite dans les 10 derniers matchs pour les Rays. Les Blue Jays qui se replacent et les Orioles de Baltimore qui sont redevenus les Orioles de Baltimore en perdent 10 de suite. En fait, c'est 13 de suite, mais les 10 derniers matchs perdus. Donc, c'est pas mal ça. On continue de suivre les Blue Jays. On continue de suivre pas mal. Je continue de suivre ça pour vous autres, un peu ce qui se passe dans le baseball majeur. Hier, y a-tu des choses à noter? Plus ou moins, à part que les Tigers de Détroit sont allés battre les Yankees, c'est un petit peu surprenant. Les Astros qui battent les Padres 7-4. Bon match de balle, ça. 2 puissances. Les Royals de Kansas City qui battent les Twins. Là, ça va vraiment pas bien du côté des Twins. Les Twins Minnesota devaient d'après plusieurs experts, auraient dû gagner leur division. Il est tôt dans la saison, les Twins peuvent revenir, mais avec une fiche de 21-31 en ce moment, et ils continuent de perdre sur une base régulière contre des équipes qui devraient battre. T'sais, comme les Royals de Kansas City, c'est pas une puissance dans le baseball majeur. Fiche de 25-26 quand même surprenant, mais faut pas se tromper avec eux autres. Ils ont eu tout un début de saison. Là, ils sont redevenus les Royals, donc un peu plus ordinaires comme équipe. Mais les Twins sont pas capables de les battre. Là. Défaite de 6-3 hier, encore une fois. Sinon, dans tout un match, là, les Giants contre les Dodgers, 5-4. Les Giants qui l'emportent. Les Giants sont vraiment surprenants. C'est une bonne formation, les Giants, mais étant donné la puissance de la division dans laquelle ils jouent, donc avec les Dodgers et les Padres qu'on voit au top dans cette division-là, les Giants sont surprenants. Les Giants sont encore là, sont encore au premier rang de cette division-là, si je ne me trompe pas.
et continue de gagner le fiche de 33-20 pour les Giants, alors que en début de saison, tout le monde les mettait troisième dans la division. Fait que vraiment, là, super performance. Puis il y a eu quelques matchs là, qui ont été remis à cause de la pluie ou les vents, whatever. Donc voilà. Dernier petit point que je veux jaser, je veux parler de Jean Pascal, un peu de boxe. Jean Pascal qui s'est fait prendre pour dopage. Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que c'est sa préparation? Ça m'amène à un point un peu particulier. T'sais. Ces athlètes-là laissent leur santé dans la main de préparateurs physiques ou de préparateurs qui les préparent au combat, tout ça, pour perdre le plus de poids possible, pour rentrer dans le poids, puis après ça, pouvoir continuer de s'entraîner, puis garder leur masse musculaire, puis etc., etc. Donc, souvent, les boxeurs font comme, tu me prépares mes shakes, mes affaires, puis tout ça, puis moi, je m'en occupe plus. Donc, c'est un peu touché comme sujet, surtout que Jean Pascal a toujours été défendeur de... Il a toujours prôné justement l'antidopage, les tests. Lui a toujours dit qu'il était propre, etc. Puis là, veut pas, les boxeurs, ils vieillissent, ils arrivent en fin de carrière, tout ça, pour rester au niveau où ils étaient ou rester au niveau où ce que les autres sont, ils doivent des fois procéder à ça, du dopage un peu comme dans le baseball majeur, quand Éric Gagné, puis j'ai lu sa biographie, quand Éric Gagné a été mentionné dans le rapport, justement, des hormones de croissance puis tout ça, il n'a jamais nié de n'avoir pris. Là. Je veux dire, dans son livre, c'est bien indiqué comment ça s'est passé, etc. Mais il dit dans son livre aussi, il dit, pour suivre la game, tout le monde en prenait. Fait que tu n'avais pas le choix d'en prendre. Puis c'est un peu le même principe là, avec Jean Pascal. Probablement que lui, il vieillit, tout ça, pour rester au top ou avoir des combats intéressants, tout ça. Il a cette espèce d'appât-là, qui est l'appât du gain ou l'appât des bourses pour avoir des bons combats, etc. Donc, j'excuse en rien, là, puis je sais pas, puis en même temps, j'ai pas de détails, là. Moi, je suis pas trop connaissant non plus de la boxe, etc. Mais, je trouve toujours ça un peu weird de voir quelqu'un qui, toute sa carrière, a défendu l'antidopage, le dopage, là, a toujours prôné d'avoir un sport propre, etc. Puis là, en fin de carrière, comme ça, on le voit. Est-ce que c'est dommage parce que c'est son équipe, que ça a passé par son équipe, tout ça? On ne saura pas, là, on ne saura probablement jamais. Mais c'est un peu plate là, parce que c'est un boxeur québécois que les gens aiment beaucoup. C'est un gars qui fait parler de lui dans les médias, puis qui a donné beaucoup dans les médias pour la boxe. Là, je veux dire, le monde, on connaît Jean Pascal, ils savent que c'est un boxeur. Bref, c'est un peu plate. Mais ça m'amène à parler. Puis c'est pour ça que je voulais parler de Jean Pascal, parce que je vais recevoir en fin de semaine, je vais préenregistrer une entrevue, puis j'en ai parlé un petit peu la semaine passée, puis je n'avais pas donné de nom, mais ça me fait vraiment plaisir qu'il ait accepté. Je vais faire une entrevue avec Gaétan Hart, le légendaire boxeur, qui vient d'Outaouais, donc qui vient de ma région et tout, et sa fille Mélanie, qui a écrit la biographie de Gaétan Hart, justement, de M. Hart. Et ils vont être avec moi les deux en fin de semaine. On va préenregistrer et je vais vous présenter ça la semaine suivante. Mais j'ai vraiment hâte parce que, bien que je ne sois pas le plus connaisseur de boxe, tout ça, je connais un peu l'histoire de M. Hart. Comment c'était un fighter, comment c'était le temps de la boxe dure, la boxe tough, puis on va se rappeler peut-être d'un événement où est-ce que Gaétan Hart, suite à un combat, un boxeur qui est décédé, là, son adversaire qui est décédé, tout ça, ça donne une bonne idée là, de la force de frappe de ce monsieur-là, mais aussi de sa force en ce moment, je ne sais pas, là, mais je veux dire, ce monsieur-là est droit encore comme un chêne. Là, je veux dire, je ne l'ai pas vu dernièrement, je vais le rencontrer justement en fin de semaine, puis tout ça, mais ce que j'ai toujours vu dans les médias de ce monsieur-là, malgré qu'il avance en âge, c'est sa droiture. Tu sais, là, c'est un gars qui s'est battu, c'est un gars qui a eu probablement beaucoup de blessures dans sa carrière, puis tout ça, mais c'est un monsieur fier, là, puis ça paraît, là, tu sais, un monsieur fier de qu'est-ce qu'il a fait, puis, tu sais, ici en Outaouais, il y a des magasins, les magasins Hart, qui ont été justement, je sais pas si, c'est
sa famille, I guess, qu'on va pouvoir en parler avec lui. Mais c'est un monsieur qui a l'air vraiment droit, qui a l'air. J'ai bien hâte d'y parler, en tout cas. Puis sa fille Mélanie est super gentille. Elle a écrit sa biographie. On va parler avec les deux, justement, lors de l'entrevue. Mais j'ai vraiment hâte. Puis j'espère pouvoir en faire encore beaucoup des grandes entrevues comme ça avec des grands personnages du monde du sport. Et du monde culturel, peu importe, mais ça va être un rêve de TQ de rencontrer M. Hart, malgré le fait que je ne suis pas le plus grand fan de boxe. C'est pas moi qui connais le plus d'affaires en boxe, là, peu importe, mais ça va être vraiment c'est un icône là, que je vais rencontrer, donc ça va être trippant. Fait que on filme ça, on enregistre ça en fin de semaine et je vais vous présenter ça la semaine suivante. Je ne sais pas encore comment je vais publier ça, là, si ça va être sur la formule live du show ou seulement en vidéo sur YouTube, mais bref, soyez aux aguets puis checkez ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Fait que je vous souhaite de passer une bonne journée. On se reparle demain matin après victoire, défaite des Canadiens. On verra ça. On peut pas. Ça va être dur de prédire. Match numéro 7, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Fait que je me risque même pas avec une prédiction. Mais je souhaite que les Canadiens puissent l'emporter puis qu'on puisse continuer à suivre ça de très près. Et on se trompe pas, là, si le Canadien passe, là, c'est encore 2 autres matchs assurés avec des partisans au Centre Bell, ce qui va être magique. Là. Donc à suivre, mais ça se passe à soir. Manquez pas ça tout le monde. Et on se reparle demain. All right, ciao!